Le texto est arrivé le 17 décembre à 14h14, juste au moment où j'examinais la proposition de budget pour notre nouvelle exposition sur le changement climatique. Derek, Sarah, pour le réveillon du Nouvel An. Rebecca et moi avons décidé de faire simple cette année, juste son cercle politique. Tu comprends? J'ai posé mon stylo et je l'ai relu. Mon frère Derek, de 2 ans mon cadet, n'avait jamais été particulièrement subtil, mais ce message semblait particulièrement intentionnel, même pour lui. Moi. Je pensais que tu avais dit que ce serait une grande fête. Vous vous êtes fiancés il y a 2 mois, Derek. C'en est une. Mais Rebecca est maintenant députée. Ses collègues viennent. D'autres représentants, un sénateur, quelques donateurs importants. Elle doit faire bonne impression. Tu travailles dans une boutique de souvenirs de musée ou un truc du genre. Ce n'est tout simplement pas le même niveau. Je me suis adossée à ma chaise, regardant autour de moi mon bureau au 3e étage du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Par ma fenêtre, je pouvais voir le National Mall s'étendre vers le Capitole, le même Capitole où la fiancée de Derek, la députée Rebecca Chin, travaillait désormais. Moi, je vois. Derek, ne sois pas comme ça. On dînera ensemble le mois prochain. Juste nous. Rebecca veut mieux te connaître. Mais cette fête est importante pour sa carrière. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'avais une réunion avec le secrétaire du Smithsonian dans 20 minutes pour discuter de notre rôle dans le prochain sommet international des directeurs de musées. J'avais un discours d'ouverture à finaliser pour la conférence de l'Alliance américaine des musées en février. J'avais 17 conservateurs qui attendaient mon approbation pour diverses propositions d'exposition. Je n'avais pas le temps d'expliquer à mon petit frère que j'étais la directrice exécutive de l'un des musées les plus prestigieux du monde, supervisant un personnel de 1200 personnes. Gérant un budget de 180 millions de dollars et siégeant à 3 conseils d'administration internationaux dédiés à la préservation culturelle. Il ne m'avait jamais demandé ce que je faisais réellement. Travail de musée, lui avait suffi comme explication depuis que j'avais pris ce poste il y a 4 ans. Mon assistante, Jennifer, a frappé et est entrée. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire vient d'appeler. Ils sont prêts pour vous. Merci, Jen. J'ai attrapé ma tablette avec la proposition pour le sommet et je me suis levée. Tout va bien, a-t-elle demandé en remarquant mon expression. La famille, ai-je dit sèchement. Elle a hoché la tête avec sympathie. Jennifer travaillait avec moi depuis 3 ans. Elle avait géré assez d'appels de Derek pour connaître la dynamique. La réunion avec le secrétaire s'est bien passée. Le sommet international des directeurs de musées réunirait 50 des leaders de musées les plus influents du monde à Washington en janvier. En tant que directrice de l'institution hôte, je coordonnerai l'événement dans son intégralité. Une responsabilité importante et une immense opportunité de mettre en valeur le leadership culturel américain. Le département d'État est très intéressé, a dit le secrétaire Williams en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il voit cela comme de la diplomatie d'influence. Nous aurons des directeurs du Louvre, du British Museum, de l'Ermitage, du Musée national du Palais à Taïwan. Le bureau de la députée Chin a déjà pris contact pour assister à la réception d'ouverture. J'ai relevé la tête brusquement. Rebecca Chin? Oui. Elle préside la sous-commission de la Chambre sur les arts et la culture. Elle veut rencontrer les délégués internationaux, discuter des programmes d'échange culturel. Il a souri. Je crois savoir qu'elle est fiancée à votre frère. Le monde est petit. Très petit, ai-je dit prudemment. Je demanderai à mon bureau de se coordonner avec le sien. La réception est le 14 janvier. Notez-le dans votre agenda. Vous prononcerez un discours et présenterez l'orateur principal. J'ai hoché la tête, mon esprit déjà en ébullition. Le 14 janvier, dans 3 semaines. Je n'ai pas parlé du sommet à Derek. Je ne lui ai pas dit que sa fiancée visiterait le musée à titre officiel, pour me rencontrer spécifiquement. Une petite partie mesquine de moi voulait voir comment cela se déroulerait naturellement.
La plus grande partie de moi était simplement fatiguée de devoir m'expliquer, fatiguée d'être rabaissée par ma propre famille. Nos parents avaient toujours favorisé Derek, l'enfant chéri, le charmeur, celui qui était diplômé de la faculté de droit de Georgetown et travaillait maintenant dans un cabinet prestigieux à Washington. Quand j'avais choisi de poursuivre des études en muséologie et en anthropologie culturelle, maman avait soupiré et dit « Eh bien, au moins, tu auras un travail agréable et tranquille. » Un travail agréable et tranquille ? Comme si diriger l'un des plus grands musées du monde équivalait à classer des papiers dans un bureau obscur. Derek avait demandé Rebecca en mariage le soir de son élection en novembre. Elle avait remporté sa course au Congrès avec 18 points d'avance, faisant basculer un district traditionnellement républicain. Elle était jeune, 36 ans, ambitieuse, d'une intelligence redoutable, et déjà mentionnée comme une étoile montante du parti. Je l'avais rencontrée une seule fois, lors d'un dîner de famille que Derek avait organisé en octobre. Elle avait été amicale mais distraite, déjà en mode campagne. Quand Derek m'avait présenté, il avait dit « Voici ma sœur Sarah. Elle travaille au musée d'histoire naturelle. » Oh, comme c'est gentil, avait dit Rebecca, se tournant déjà pour répondre à un appel de son directeur de campagne. Les musées sont si importants. Ce fut l'étendue de notre interaction. Le réveillon du Nouvel An est passé. Je l'ai passé à une petite soirée organisée par la conservatrice en chef du musée, le Dr Patricia Okwa. Les soirées de Patricia étaient légendaires dans le monde des musées de Washington. Intimes, intellectuelles, pleines de conversations fascinantes avec des universitaires, des artistes et des leaders culturels. J'y ai eu des conversations bien plus intéressantes que je n'en aurais eu à l'événement de réseautage politique de Derek. Le 3 janvier, Jennifer est entrée dans mon bureau avec une expression étrange. « Dr Mitchell, je viens de recevoir un appel du bureau de la députée Chin. Ils veulent programmer une visite du musée avant la réception du sommet. » C'est bon. Coordonné avec le bureau du protocole. Ils veulent une visite privée que vous dirigeriez personnellement. J'ai levé les yeux. Moi, spécifiquement ? Son chef de cabinet a dit que la députée veut comprendre le fonctionnement du musée au plus haut niveau. Elle est très intéressée par la direction des musées et la politique culturelle. Jennifer a fait une pause. Ils ont demandé le 13 janvier à 10h. La veille du sommet. Confirmé, ai-je dit. Jennifer a hésité. Devrais-je mentionner à son bureau que vous êtes la sœur de son fiancé ? Non, ai-je dit. Si c'est pertinent, je suis sûre que cela sera évoqué. Les 10 jours suivants ont été consacrés aux préparatifs du sommet. 50 directeurs de musées signifiaient 50 égaux, priorités et attentes différents. Le directeur du Louvre voulait des garanties sur la sécurité. Le directeur du British Museum voulait une réunion privée avec le secrétaire. La directrice du Musée national de Chine avait besoin d'accommodements alimentaires spécifiques pour toute sa délégation. J'ai tout coordonné, soutenu par mon personnel exceptionnel. C'était ce pourquoi j'étais douée, la logistique complexe de la diplomatie culturelle, l'équilibre délicat entre honorer la tradition et encourager l'innovation, la politique prudente du monde international des musées. Le 10 janvier, Derek a appelé. « Salut, Sarah. Écoute, Rebecca a mentionné qu'elle faisait une sorte de visite dans ton musée la semaine prochaine. » Oui. Le 13 janvier. C'est ça. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas que tu y travailles. Enfin, elle sait que tu travailles dans un musée, mais elle pense que tu es coordinatrice ou un truc du genre, peut-être dans la boutique de souvenirs. Je n'ai rien dit. Sarah ? Tu es là ? Je ne veux juste pas que ce soit bizarre. Peut-être que tu pourrais simplement ne pas mentionner que nous sommes parents. Elle est nerveuse à propos de ce sommet, de rencontrer tous ces VIP internationaux. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise si elle te croise. Me croise, ai-je répété. Tu sais ce que je veux dire. Reste professionnel. N'en fais pas une affaire de famille. Derek, sais-tu réellement ce que je fais au musée ? Tu y travailles. Des trucs de musée. Écoute, je dois y aller. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord ? Il a raccroché. Je suis restée assise un long moment,
puis j'ai ouvert le site web du musée. Ma biographie était bien en évidence sur la page de la direction. Dr. Sarah Mitchell, directrice exécutive. Doctorat en anthropologie culturelle, Université de Yale. Ancienne directrice adjointe, Metropolitan Museum of Art. Membre du conseil d'administration, Conseil international des musées. Auteur, La préservation culturelle au XXIe siècle. Lauréate 2019. National Medal of Art. Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, l'atrium majestueux du musée visible par la fenêtre derrière moi. Coordonnées, CV détaillé. Derek n'avait jamais regardé, pas une seule fois en 4 ans. Le 13 janvier arriva, froid et lumineux. Je m'habillais avec soin ce matin-là, un tailleur fuselé gris anthracite, des bijoux discrets, mes cheveux tirés en un chignon professionnel. J'avais exactement l'apparence de ce que j'étais, une cadre supérieure dans l'une des institutions culturelles les plus importantes du monde. À 9h45, Jennifer m'a briefé. Le cortège de la députée Chin vient d'arriver. La sécurité l'escorte à l'étage. Son chef de cabinet, 2 assistants et un attaché de presse. La presse ? Ils veulent des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans le hall principal. Bonne image pour son travail à la sous-commission des arts et de la culture. Bien sûr. Il s'agissait autant de son profil politique que d'un intérêt sincère pour les musées. À 9h58, mon téléphone de bureau a sonné. Sécurité, Dr. Mitchell, le groupe de la députée Chin est dans le hall principal, prêt pour vous. Je descends tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Nous avions 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall principal était vide, à l'exception du service de sécurité, de Rebecca Chin et de son personnel. Rebecca était impeccable et professionnelle dans une robe et un blazer bleu marine. Elle parlait à son attaché de presse, désignant l'architecture imposante, planifiant clairement les angles de ses photos. Je me suis approché doucement. Son chef de cabinet, un homme aux yeux vifs dans la quarantaine, m'a remarqué le premier. Dr. Mitchell, a-t-il dit en tendant la main. Tom Bradford, chef de cabinet de la députée Chin. Merci de nous accorder cette visite. Bien sûr. J'ai serré sa main, puis je me suis tourné vers Rebecca. Députée Chin, bienvenue au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Je suis le docteur Sarah Mitchell, directrice exécutive. Rebecca s'est tournée, son sourire politique en place. Dr. Mitchell, merci beaucoup de. Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mitchell, a-t-elle dit. Sarah Mitchell ? Oui. Comme dans. La sœur de Derek, Sarah Mitchell ? Oui. Le silence qui suivit fut profond. Tom Bradford avait l'air confus. Les assistants ont échangé des regards. L'attachée de presse tenait son appareil photo prêt, ne sachant pas si elle devait photographier ce moment. Je ne savais pas, le sang-froid professionnel de Rebecca se fissurait sur les bords. Derek a dit que vous travailliez dans un musée. Il n'a pas mentionné que je le dirige, ai-je terminé doucement. Non, il n'aurait pas mentionné ça. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Rebecca passa par plusieurs expressions, embarras, confusion, réalisation. La directrice exécutive. Vous êtes la directrice exécutive du musée d'histoire naturelle du Smithsonian. Un des 19 musées du Smithsonian. Oui, c'est ma principale responsabilité. Tom Bradford, à son crédit, se reprit rapidement. Madame la députée, devrions-nous commencer la visite ? Le docteur Mitchell nous a généreusement accordé 2 heures. Oui, a dit Rebecca, mais elle me fixait toujours. Oui, bien sûr. Je les ai guidés à travers le musée, en commençant par les expositions principales. J'ai expliqué notre mission, recherche, éducation, préservation de 145 millions de spécimens et d'artefacts représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos installations de recherche,
où des centaines de scientifiques menaient des travaux de pointe en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Rebecca posait des questions intelligentes. Elle était clairement bien informée sur les questions de politique culturelle, malgré son malaise évident, elle s'est engagée professionnellement avec le sujet. Dans la salle des océans, debout sous le modèle de la baleine noire de l'Atlantique Nord, j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le changement climatique et l'éducation du public. Nous ne sommes pas seulement un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient plus de 600 articles évalués par des pairs chaque année. Nous conseillons le Congrès sur la politique environnementale, la préservation culturelle et le financement de la recherche scientifique. Le Congrès, a répété Rebecca. Vous conseillez le Congrès? Oui. J'ai témoigné devant la commission des finances de la Chambre 3 fois au cours des 2 dernières années, plus récemment sur l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle. Tom Bradford a pris une note sur sa tablette. Madame la députée préside la sous-commission sur les arts et la culture. Je suis surpris que votre témoignage ne soit pas passé par notre bureau. C'est possible, ai-je dit. J'ai témoigné en tant que Dr Mitchell, directrice exécutive. Pas en tant que sœur de Derek. Rebecca a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des artefacts de tous les continents, j'ai expliqué nos programmes de rapatriement d'objets culturels autochtones, j'ai discuté des complexités éthiques des collections de musées constituées pendant les périodes coloniales. Ce sont des conversations avec lesquelles le monde des musées se débat à l'échelle mondiale, ai-je dit. C'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si important. Nous devons coordonner nos approches de la décolonisation, du changement climatique, de l'accès numérique et de la préservation culturelle. Le sommet, a dit Rebecca. C'est demain soir. Oui, la réception d'ouverture a lieu à la National Gallery, mais nous organisons plusieurs sessions de travail ici au cours des 3 jours suivants. 50 directeurs de 32 pays. Et vous coordonnez tout ça? Je suis la directrice hôte. Oui. Je prononcerai le discours d'ouverture et je modérerai 2 des tables rondes. Nous avons traversé le pavillon des papillons, la salle des fossiles, l'exposition sur les origines de l'homme. À chaque arrêt, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais aussi la recherche qui se cachait derrière, les programmes éducatifs, la sensibilisation communautaire, les initiatives numériques qui mettaient nos collections à la portée de millions de personnes dans le monde. Au moment où nous avons atteint ma suite de bureau au 3e étage, Rebecca avait l'air sidérée. Voulez-vous voir où se fait le travail administratif, ai-je demandé. Elle a hoché la tête en silence. Mon bureau donnait sur le National Mall. Les murs étaient tapissés de livres, textes d'anthropologie, revues de muséologie, documents sur la politique culturelle. Mon bureau contenait des piles de rapports bien rangés, une photo encadrée de moi recevant la National Medal of Art des mains du président, et une petite ammonite fossile que mon mentor m'avait donnée à la fin de mon doctorat. C'est ici que vous travaillez, a dit Rebecca, plus pour elle-même que pour moi. Oui, bien que je passe autant de temps en réunion, lors d'événements pour les donateurs, à témoigner au Capitole ou à visiter nos stations de recherche à travers le monde. Tom Bradford prenait des notes de plus en plus frénétiquement. Madame la députée, ce serait une excellente opportunité de partenariat. Le travail du docteur Mitchell correspond parfaitement aux priorités de votre sous-commission. Oui, dit faiblement Rebecca. Je le vois bien. Jennifer a frappé et est entrée. Docteur Mitchell, le bureau du secrétaire a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation française. Dites-leur que je les rappellerai dans 20 minutes. Aussi, le directeur du Louvre aimerait programmer un appel avec vous cet après-midi, avant le sommet, si possible. Jennifer a hoché la tête et est partie. Rebecca a observé cet échange avec une détresse croissante. Le directeur du Louvre, a-t-elle répété. Vous vous coordonnez avec le directeur du Louvre. Entre autres. Le British Museum, l'Ermitage, le Prado. Cela fait partie du travail. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un moment. Tom Bradford et les assistants sentaient clairement le courant personnel sous-jacent, mais l'ignoraient professionnellement.
Madame la députée, dit Tom prudemment. Nous devrions probablement discuter de la réception de demain soir. Les points de protocole, les délégués que vous devriez rencontrer en priorité. Le docteur Mitchell serait la personne à qui demander, a dit Rebecca, la voix tendue. Puisqu'elle organise tout l'événement. Et témoigne devant le Congrès. Et dirige un musée avec 1200 employés et un budget de 180 millions de dollars. Et conseille sur la politique culturelle. Et reçoit des médailles du président. Rebecca, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une véritable détresse sous la façade professionnelle. Pourrions-nous avoir un moment, a-t-elle demandé à Tom. Seul. Tom et les assistants se sont excusés. Quand la porte s'est refermée, Rebecca s'est assise lourdement dans l'un des fauteuils de mon bureau. Derek m'a dit que tu travaillais dans une boutique de souvenirs, a-t-elle dit. Derek ne sait pas ce que je fais. Il n'a jamais demandé. Mais tu ne l'as jamais corrigé. Tu ne lui as jamais dit. Il ne m'en a jamais donné l'occasion. Chaque fois que nous parlons, c'est de lui. Ses affaires au cabinet, sa carrière, ses réussites. Mon travail n'est qu'un bruit de fond. Des trucs de musée. Rebecca a fermé les yeux. Il t'a désinvité du réveillon du Nouvel An parce qu'il a dit que tu n'étais pas au bon niveau pour rencontrer mes collègues. Je sais. Oh mon Dieu. Elle a ouvert les yeux, l'air horrifié. Mes collègues. Sarah. La moitié des gens à cette fête travaillent aux finances ou à la politique culturelle. Ils se seraient damnés pour te rencontrer. La sénatrice Williams était là. Elle essaie d'obtenir une réunion avec le Smithsonian pour un financement élargi. Tu aurais pu la mettre en contact avec le secrétaire. J'avais d'autres projets, ai-je dit simplement. Je suis tellement gênée. Je ne peux même pas, elle s'est levée, a arpenté la pièce jusqu'à la fenêtre, a regardé le mal. Que dois-tu penser de moi? Je pense que tu es fiancé à mon frère et que tu as cru ce qu'il t'a dit sur moi. C'est raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. J'aurais dû faire des recherches sur toi. Nous allons nous marier. Je devrais connaître ma future belle-sœur. J'aurais dû faire des recherches de base. Elle s'est retournée vers moi. Je suis bonne en recherche. Je suis une députée. Je fais des recherches sur tout. Mais j'ai cru Derek sur parole. Il est très convaincant. Il a complètement tort, la voix de Rebecca était maintenant tranchante, la colère montant. Pas contre moi, contre Derek. Il m'a dit que tu étais douce, mais un peu fantasque. Que tu avais changé de job, sans jamais vraiment te fixer dans une carrière. Que tu travaillais au musée à un poste de débutant et que tu semblais assez heureuse. J'ai senti la piqûre familière mais j'ai gardé une expression neutre. Derek a une narration sur moi qui a du sens pour lui. J'ai arrêté d'essayer de la corriger il y a des années. Pourquoi? Parce que c'était épuisant. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail à ma famille, il changeait de sujet ou le minimisait. Quand je suis devenue directrice adjointe au mai, ma mère a dit, « C'est bien, ma chérie. Mais quand vas-tu te poser et avoir des enfants ?» Quand j'ai été nommée directrice exécutive ici, Derek a dit, « Cool. Alors, tu es comme une manager maintenant ?» Rebecca s'est rassise. « Et quand tu as reçu la National Medal of Art ?» Je ne leur ai pas dit. Ils l'ont appris quand ma tante l'a vu mentionner dans le Washington Post. Ma mère a appelé et m'a demandé pourquoi je ne les avais pas invités à la cérémonie. Je lui ai dit que je les avais invités. Elle l'avait noté sur son calendrier comme le truc du travail de Sarah et l'avait oublié. Mon Dieu. Ce n'est pas grave. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin de leur validation. J'ai des collègues qui respectent mon travail. J'ai des amis qui comprennent ce que je fais. J'ai une carrière dont je suis fière. J'ai fait une pause. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui me voit clairement. Mais ce n'est pas ta faute. Non, mais je vais entrer dans cette famille, ce qui signifie que je fais partie du problème si je ne reconnais pas ce qui se passe. Rebecca se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Sarah,
je dois être honnête avec toi. La façon dont Derek parle de toi n'est pas seulement dédaigneuse. Elle est condescendante. Je ne le voyais pas avant parce que je n'avais pas le contexte. Mais maintenant. Maintenant, tu vois qu'il mentait. Mentait-il, ou est-ce qu'il ne sait vraiment pas? C'était la question que j'évitais. Derek me diminuait-il délibérément, ou était-il simplement si peu intéressé par ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la vérité? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être les deux. Rebecca s'est levée. Je dois passer un appel. Puis-je utiliser un espace privé? Jennifer peut vous installer dans notre petite salle de conférence. Elle a hoché la tête et est partie. Par ma porte ouverte, je l'ai entendu demander à Tom d'attendre dans le couloir. Puis le silence. Je suis retournée à mon ordinateur, essayant de me concentrer sur les 17 emails arrivés pendant la visite. Mais mes mains tremblaient légèrement. Cette confrontation, si c'en était une, semblait plus grande que Derek et moi. C'était comme des années de travail invisible, de réussites successives, pour que tout soit balayé par les personnes qui étaient censées me célébrer. 20 minutes plus tard, Rebecca est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était crispée. J'ai appelé Derek, a-t-elle dit. Je lui ai demandé ce que sa sœur faisait dans la vie. J'ai attendu. Il a dit, tu travailles dans un musée, dans un rôle administratif. Coordination d'événements, peut-être. Il n'était pas sûr. Elle a ri, mais c'était un rire amer. Je lui ai demandé s'il savait que tu avais un doctorat de Yale. Il a dit, ouais, je crois qu'elle a mentionné ça une fois, un truc d'anthropologie. Je lui ai demandé s'il savait que tu étais directrice exécutive. Il a dit, directrice de quoi? D'un département? Rebecca. Je lui ai demandé s'il avait déjà regardé ta bio en ligne, s'il t'avait déjà googlé, s'il t'avait déjà posé une seule question de fond sur ton travail. Elle a fait une pause. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin, parce que tu avais toujours été ouverte sur le fait de travailler au musée et qu'il soutenait ton choix d'avoir une carrière tranquille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Une carrière tranquille. Je lui ai dit que le mariage était reporté, a dit Rebecca. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne voit pas sa propre sœur, qui ne respecte pas assez les femmes de sa vie pour apprendre qui elles sont vraiment, qui se ment à lui-même sur sa dynamique familiale parce que c'est plus facile que de confronter ses propres préjugés. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit automatiquement. Si, je le dois. Sarah, je suis une députée. Je me bats pour les droits des femmes, pour la reconnaissance égale. Pour briser les plafonds de verre. Je ne peux pas faire ça en public tout en épousant en privé un homme qui rabaisse sa brillante sœur parce qu'elle ne correspond pas à sa narration du succès. Elle a souri tristement. Et je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas. En ce moment, je ne respecte pas Derek. Il est plus que ça. Peut-être, mais c'est ce que je vois maintenant. Et c'est suffisant pour me faire réfléchir. Elle a pris son sac. Je suis désolée d'avoir pris autant de votre temps. La visite était incroyable. Ce musée a de la chance de vous avoir. Merci d'être venu. À la porte, elle s'est arrêtée. Demain soir, à la réception, je vais te présenter à la sénatrice Williams et aux représentants Torres de la Commission des Arts et de la Culture, et à quiconque devrait savoir ce que tu fais. Si cela te convient. Ça me convient, ai-je dit. Bien. Elle a fait une nouvelle pause. J'espère que Derek comprendra. Tu mérites un frère qui te voit. Elle est partie. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de logistique et de gestion de crise. Un délégué du Japon avait une urgence médicale et devait annuler. Pouvions-nous organiser une connexion virtuelle? Le directeur du British Museum voulait changer son affectation de table ronde. Le traiteur avait besoin des effectifs finaux. À 19h, Jennifer a frappé. Docteur Mitchell, votre frère est dans le hall. Il demande à vous voir. Mon estomac s'est noué. Dites-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait. Il a dit qu'il attendrait. J'ai soupiré. Très bien. Faites-le monter.
Derek est apparu 5 minutes plus tard, l'air pressé et agité. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre. Il venait clairement directement de son cabinet d'avocat. « Sarah, c'est quoi ce bordel ?» Il a fermé la porte de mon bureau. Rebecca m'a appelé aujourd'hui et a reporté le mariage. Elle a dit que c'était à cause de toi. C'est à cause de toi, ai-je corrigé. Parce que tu ne sais rien de ma vie. C'est ridicule. Bien sûr que je connais ta vie. Tu travailles ici. Tu fais des trucs de musée. Tu es heureuse. Derek? Je suis la directrice exécutive. Je dirige ce musée. J'ai un personnel de plus de 1000 personnes. Je gère un budget plus important que celui de la plupart des petites universités. Je coordonne la politique culturelle internationale. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai reçu la National Medal of Art des mains du président. Il m'a regardé, bouche bée. La National Medal of Art. Il y a 2 ans. Tu étais invité. Tu n'es pas venu. Je pensais que c'était un événement de travail, une cérémonie pour les employés du musée. Je ne savais pas que c'était. Il s'est tu, regardant autour de mon bureau comme s'il le voyait pour la première fois. C'est ton bureau. Tu as un bureau d'angle. J'ai le bureau de la directrice exécutive. Oui. Mais tu n'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit que tu étais aux commandes. Je t'ai dit que j'avais été nommée directrice exécutive il y a 4 ans. Tu as dit, cool. Alors, tu es comme une manager maintenant? J'ai dit que j'étais la directrice générale du musée. Tu as dit, c'est super. Serait et tu as changé de sujet pour parler d'une affaire sur laquelle tu travaillais. Derek s'est assis lourdement. Je ne me souviens pas de ça. Je sais que non. C'est ça le problème. Nous sommes restés en silence. Par ma fenêtre, le Washington Monument était illuminé contre le ciel nocturne. Des touristes se promenaient sur le Mall, de minuscules silhouettes dans l'obscurité. Rebecca a dit que je ne te voyais pas, a finalement dit Derek. Elle a dit que j'ai été condescendant et dédaigneux. Que je te traite comme si tu étais moins que moi. C'est le cas. Je ne le fais pas exprès. Ça n'en fait pas moins mal. Il s'est frotté le visage. Tu es plus intelligente que moi. Tu l'as toujours été. Tu es allée à Yale. Tu as eu ton doctorat. Tu as accompli tout ça. Et moi, j'ai juste. Je crois que j'avais besoin que tu aies moins de succès que moi pour me sentir bien dans ma propre carrière. L'honnêteté m'a surprise. Derek, je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste de comprendre moi-même. Quand nous étions enfants, tu étais toujours la plus intelligente, la plus talentueuse. Maman et papa parlaient toujours de ton potentiel. Et puis tu t'es lancé dans le monde des musées. Et j'ai pensé que tu avais choisi quelque chose de plus tranquille, quelque chose qui ne me menacerait pas. J'ai choisi quelque chose que j'aimais. Je sais. Et tu as construit quelque chose d'incroyable. Et au lieu de célébrer ça, je l'ai rabaissé parce que c'était plus facile que d'admettre que ma petite sœur m'avait surpassé. Il m'a regardé. Rebecca a raison de reporter le mariage. Je ne suis pas prêt à me marier si je ne peux même pas voir ma propre sœur clairement. Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Tu pourrais commencer à poser des questions. Tu pourrais visiter mon lieu de travail, rencontrer mes collègues, comprendre ce que je fais. Tu voudrais ça? Après tout ça? J'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais Derek dans ma vie professionnelle? Est-ce que je voulais risquer qu'il continue à mal comprendre ou à minimiser? Mais c'était mon frère, le seul que j'avais, et pour la première fois, il semblait prêt à essayer vraiment. Oui, ai-je dit. Je voudrais ça. D'accord. Il s'est levé. Alors, parle-moi de demain soir, de ce sommet. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui ai raconté. J'ai expliqué le sommet international des directeurs de musées, la réception à la National Gallery, l'importance de la diplomatie culturelle dans un monde de plus en plus fracturé. Je lui ai parlé des directeurs que j'accueillerais,
des tables rondes que je modérerais, de la déclaration que nous publierions sur la collaboration des musées dans la recherche sur le changement climatique. Il a écouté, vraiment écouté. Je peux venir, a-t-il demandé. À la réception demain? C'est sur invitation seulement, pour les responsables gouvernementaux et les leaders culturels. Rebecca pourrait me faire entrer en tant que son invitée. Si elle me parle encore. Il a fait une pause. Je veux te voir dans ton élément. Je veux voir ce que j'ai manqué. J'ai considéré la question. Je demanderai au bureau du protocole. S'ils approuvent, tu pourras venir. Merci. Il est parti. Je suis resté dans mon bureau pendant encore 1 heure, terminant des emails et relisant des notes pour la réception de demain. À 21 heures, mon téléphone a sonné. C'était Rebecca. Salut, a-t-elle dit. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Ça va. Derek m'a dit qu'il était venu te voir. Il a dit que c'était difficile, mais bien. C'était les deux. Il m'a demandé si je l'emmènerais à la réception demain en tant que mon cavalier, même si nous ne sommes plus fiancés. Elle a ri doucement. Je crois qu'il essaie. Il essaie. Savoir si ça durera est une autre question. C'est vrai. Mais je lui ai dit que je l'emmènerais. À une condition. Il doit lire toute ta biographie en ligne. Chaque publication, chaque projet, chaque prix. Il doit vraiment savoir qui tu es avant d'entrer dans cet événement. A-t-il accepté? Il est en train de lire en ce moment même. Il m'a appelé il y a 20 minutes pour me demander si tu avais vraiment témoigné devant le Congrès. Je lui ai dit de continuer à lire. J'ai souri malgré moi. Merci, Rebecca. De l'avoir poussé. Merci de ne pas me détester. Je suis entré dans ton musée en pensant que je te faisais une faveur en reconnaissant ton lieu de travail. Je suis mortifié. Tu ne savais pas. Maintenant tu sais. Oh que oui, a-t-elle convenu. À demain soir, Dr. Mitchell. La réception du sommet international des directeurs de musées s'est tenue à la National Gallery of Art, dans la rotonde majestueuse de l'aile ouest. 200 invités, directeurs de musées, ministres de la Culture, représentants du Congrès, ambassadeurs, leaders des arts. La crème du monde culturel international, réunie dans l'un des plus beaux espaces d'Amérique. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une robe longue bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour l'événement. Mon rôle ce soir était à la fois professionnel et diplomatique, accueillir les invités, faire les présentations, m'assurer que les bonnes personnes se rencontrent. La délégation française est arrivée la première. Le directeur du Louvre, Martin Laurent, m'a salué chaleureusement. Nous avions travaillé ensemble sur une exposition conjointe il y a 3 ans. Sarah, le musée est magnifique, a-t-il dit en me faisant la bise. Ce sommet est déjà un triomphe. Attendez de voir les tables rondes. Nous avons prévu des provocations fascinantes. Il a ri. J'ai hâte. Les autres directeurs sont arrivés, Grande-Bretagne, Russie, Chine, Japon, Allemagne, Espagne, Brésil, Afrique du Sud. Chacun était un leader dans son domaine, chacun responsable de préserver et de présenter le patrimoine culturel de l'humanité. Et je les accueillais, les coordonnais, les dirigeais. À 19 h, Rebecca est arrivée avec Derek. Elle portait une robe rouge qui équilibrait parfaitement le professionnel et l'élégant. Derek portait un smoking et avait l'air nerveux. Ils se sont approchés de moi pendant une brève accalmie dans les salutations. Dr. Mitchell, a dit Rebecca formellement, puis elle a souri. Vous êtes incroyable. Merci, Madame la députée. Vous êtes tous les deux magnifiques. Derek se tenait là, me fixant comme s'il voyait une étrangère. Sarah, j'ai tout lu. Ta bio, tes publications, les articles sur ta nomination au Mai, la cérémonie de la médaille nationale. J'ai passé 4 heures à lire sur ta carrière et je suis un idiot. Un parfait idiot. Pendant tout ce temps, je pensais être le membre réussi de la famille. Je pensais être celui qui apportait des contributions importantes. Mais tu as changé le monde pendant que je facturais des heures.
Derek, ton travail compte aussi. Vraiment? J'aide des entreprises à négocier des contrats. Toi, tu préserves l'histoire humaine et tu fais progresser la compréhension culturelle entre les nations. Il a fait un geste vers la rotonde. Ces gens sont ici parce que tu as organisé ça, parce qu'ils te respectent, parce que tu es une leader dans ton domaine. Le secrétaire du Smithsonian s'est approché avant que je ne puisse répondre. Docteur Mitchell, nous sommes prêts à commencer. Pourriez-vous prendre votre place? Bien sûr. Je me suis tournée vers Derek et Rebecca. Profitez de la soirée. On parlera plus tard. Je me suis dirigée vers la petite estrade à l'avant de la rotonde. Un microphone était prêt. 200 visages se sont tournés vers moi, dans l'attente. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Bonsoir et bienvenue à la réception d'ouverture du Sommet international des directeurs de musées. Je suis le docteur Sarah Mitchell, directrice exécutive du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, et c'est un immense honneur de vous accueillir à Washington, D.C. J'ai parlé pendant 8 minutes. J'ai parlé de l'importance des musées dans un monde en mutation, de notre responsabilité de préserver le passé tout en restant pertinent pour le présent, de la nécessité d'une collaboration internationale sur des questions comme le rapatriement, l'accès numérique et le changement climatique. J'ai présenté l'orateur principal, le directeur général de l'UNESCO, et je me suis écartée. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai circulé parmi les invités. J'ai présenté la délégation japonaise à des donateurs américains potentiels. J'ai mis en contact le directeur du British Museum avec des représentants du Congrès intéressés par le financement culturel. J'ai facilité une conversation entre les directeurs de musées russes et ukrainiens qui devaient se coordonner sur une exposition itinérante malgré les tensions politiques de leur pays. C'était ce que je faisais. C'était qui j'étais. À un moment donné, j'ai vu Rebecca présenter Derek à la sénatrice Williams. Derek avait l'air dépassé mais engagé. Il posait des questions, écoutait vraiment les réponses. Vers la fin de la soirée, Martin Laurent m'a retrouvé. Sarah, les directeurs européens ont discuté de quelque chose. Nous aimerions proposer que le sommet de l'année prochaine soit un événement tournant, et nous aimerions que vous présidiez le comité d'organisation. L'envisageriez-vous? Présider le comité d'organisation. Cela signifierait se coordonner avec des musées sur 6 continents, gérer un processus de planification pluriannuel, devenir la leader de facto de la collaboration internationale des musées. Je serais honorée, ai-je dit. Après la réception, Derek et Rebecca m'attendaient dans le hall. C'était incroyable, a dit Derek. Te regarder travailler, voir comment tout le monde te respecte, comment tu as commandé cette salle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Je sais. Mais je regarde maintenant. Il a fait une pause. Pouvons-nous repartir de zéro? Puis-je apprendre qui tu es vraiment? J'y ai pensé. Aux années où j'avais été rabaissée, minimisée, ignorée. À la douleur qui s'était accumulée comme des sédiments, couche après couche. Mais aussi à ce soir. À Derek lisant 4 heures de documents sur ma vie. À lui se présentant, essayant de comprendre, prêt à être mal à l'aise. Nous pouvons repartir de zéro, ai-je dit. Mais ça doit être réel. Tu dois vraiment t'y intéresser, pas seulement te sentir coupable. Je m'y intéresse. Je promets que je m'y intéresse. Rebecca a observé cet échange avec une satisfaction tranquille. Je devrais vous laisser parler, mais Sarah, appelle-moi la semaine prochaine. J'adorerais discuter de certaines lois sur le financement culturel. Je pense que ton expertise pourrait être inestimable. Avec plaisir. Elle est partie. Derek et moi sommes restés dans le hall vide de la National Gallery, seuls avec les gardes et les fantômes de siècles d'art. Parle-moi de ton travail, a dit Derek. Vraiment, parle-moi. Je veux comprendre. Alors je l'ai fait. Nous nous sommes assis sur un banc sous un monnet, et je lui ai parlé des défis de la direction d'un musée moderne, de l'équilibre entre l'éducation et le divertissement, des questions éthiques autour du rapatriement, de l'excitation des nouvelles découvertes dans nos collections de recherche.
De la satisfaction de voir le visage d'un enfant s'illuminer devant un squelette de dinosaure. Il a écouté. Il a posé des questions. De bonnes questions. Des questions réfléchies. À minuit, nous sommes finalement partis. Il m'a raccompagné à ma voiture dans le parking souterrain. Je vais arranger ça, a-t-il dit. Pas seulement avec toi. Avec Rebecca. Je vais devenir quelqu'un digne de vous deux. Derek, tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être présent. Alors je serai présent. À partir de maintenant. Il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit. Nous ne nous étions pas enlacés depuis des années. Mais c'était sincère. Au cours du mois suivant, Derek a été présent. Il est venu au musée 3 fois, suivant des visites avec différents conservateurs, apprenant à connaître divers départements. Il a assisté à une conférence publique que j'ai donnée sur la préservation culturelle. Il a lu mon livre de bout en bout et m'a envoyé des questions pertinentes sur des chapitres spécifiques. Il a aussi travaillé sur lui-même. Il a commencé une thérapie, pour comprendre pourquoi il avait eu besoin de me rabaisser. Il a eu des conversations difficiles avec nos parents sur la dynamique familiale et le favoritisme. Rebecca a accepté de reprendre leur relation, lentement. Ils dînaient ensemble une fois par semaine, pas plus. Elle a clairement indiqué que sa carrière était aussi importante que la sienne, que le partenariat signifiait un respect égal, qu'elle ne tolérerait pas d'être traitée comme inférieure. Et Derek a écouté. Il a changé. Ce n'était pas parfait ni linéaire, mais c'était réel. 3 mois après le sommet, Derek m'a appelé un samedi après-midi. Sarah, je viens de raccrocher avec maman. Je lui ai parlé de ton travail. Vraiment parlé. Du sommet, du poste à l'UNESCO, de tout. Comment ça s'est passé? Elle était choquée. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Je lui ai dit que c'était parce que personne dans la famille ne t'avait jamais posé de questions sur ta vie. Nous avons juste supposé que nous savions. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré. Puis elle a demandé ton numéro de téléphone. Derek, elle a mon numéro. Je sais, mais elle voulait que je le lui donne. Comme si l'obtenir à nouveau signifiait un nouveau départ. Il a fait une pause. Elle veut venir te voir, voir ton musée, voir ta vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste une lassitude qui se relâchait enfin. Et, ai-je dit? Dis-lui de m'appeler. Je le ferai. Et Sarah? Merci. Pourquoi? De m'avoir donné une autre chance. De ne pas m'avoir rayé de ta vie. De croire que je pouvais être meilleure. Tu es mon frère, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. C'est ce que la famille devrait faire, a-t-il corrigé. Mais n'a pas toujours fait. Pas pour toi. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, regardant la silhouette de Washington. Les musées étaient là, détenant l'histoire de l'humanité, racontant nos histoires, préservant ce qui comptait. J'avais passé des années à construire une carrière qui parlait d'elle-même. J'avais accompli tout ce que j'avais entrepris. Mais ce que je voulais le plus était plus simple que tout ça. Je voulais être vue. Et finalement, lentement, ma famille commençait à regarder. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Ce n'était pas dramatique ou définitif. Mais c'était réel. Et le réel suffisait.